Bonsoir ou rebonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Il est 22h, nous sommes ensemble en direct pendant 1h30. Nous allons commenter et analyser l'intervention du chef de l'État à la télévision ce soir. Le président qui était attendu au tournant par les Gilets jaunes, par les partis d'opposition et par l'ensemble des Français. 13 minutes d'intervention, 13 minutes pour tout changer, pour apaiser les tensions. Alors il y a eu un mea culpa, quelques mesures concrètes, mais rien sur l'ISF, pas grand-chose sur l'évasion fiscale, pas vraiment de détails non plus sur le financement des nouvelles mesures et une promesse de grand débat national ainsi qu'un tour de France des maires. Tout cela est-il suffisant? Tout cela va-t-il mettre un terme à cette grogne assez inédite? La crise des Gilets jaunes est-elle derrière nous? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter en direct ce soir. Avant d'ouvrir le débat avec nos invités, retour sur cette intervention avec Adrien Develay. Emmanuel Macron est donc sorti de son silence. La colère des Gilets jaunes, il dit l'avoir entendue. Une colère juste, à bien des égards pour le président de la République, dans laquelle il prend sa part de responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous. Une colère révélatrice de 40 années de malaise qui ressurgissent et qui méritent pour Emmanuel Macron la mise en place d'un état d'urgence économique et social. Le président annonce une série de mesures immédiates. L'augmentation de 100 € pour le SMIC dès 2019, la défiscalisation des heures supplémentaires et l'octroi d'une prime de fin d'année pour les employés des entreprises. Autre mesure symbolique à destination des retraités, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 €. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. En revanche, Emmanuel Macron n'entend pas toucher à la suppression de l'impôt sur la fortune, décidée en début de quinquennat. Revenir en arrière nous affaiblirait, dit-il. Pour poursuivre les transformations du pays, le président a confirmé la mise en place d'un débat national. Le débat national annoncé doit être beaucoup plus large. Pour cela, nous devons avant toute chose assumer tous ensemble tous nos devoirs. Un débat où les maires de France auront toute leur place pour bâtir un nouveau contrat pour la nation. Et avec nous ce soir, dans cette première partie, pour analyser l'intervention du chef de l'État, Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir, bienvenue à vous. Sénatrice de Paris, vous êtes apparentée au groupe communiste. Fabienne Keller, bonsoir à vous également. Sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente du parti Agir. Vannick Berberian, bonsoir, président des maires ruraux de France. Marc Landré, rédacteur en chef et responsable du service Économie France du Figaro. Alain Griset, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Vous portez ici la voix des artisans. Merci infiniment à tous les 5 d'être ici. Je vais évidemment commencer par un premier tour de table sur votre sentiment général, global, sur cette intervention d'Emmanuel Macron. A-t-il été à la hauteur des attentes? Marie-Noëlle Lienemann. Non, je crois que du point de vue d'une stratégie de relance du pouvoir d'achat, il y a quelques gestes qui sont quand même encore assez imprécis dans leur effet réel, mais qui n'est pas une stratégie qui vise à consolider le pouvoir d'achat des catégories populaires et moyennes de ce pays. Il y a beaucoup de vides, de gens qui ne vont pas voir passer le train de ces mesures, la remise en cause du gel des retraites et tout ça, ou des minima sociaux, ou de l'emploi public, qui n'est pas du tout concerné. Ça fait beaucoup de gens qui ont des fins de mois plus que difficiles. Deuxièmement, sur le SMIC, on a bien les 100 €. D'abord, il y en avait 25 déjà, enfin pas tout à fait 25, autour de 20 et quelques, qui étaient acquis par la hausse mécanique, si je puis dire. Le reste, ça semble être une prime versée par la puissance publique, pas par les entreprises. Donc, à partir de ce moment-là, nos impôts. Parce que deuxième sujet, il n'y a rien comme en remise en cause de la fiscalité. Donc, qui paye l'ensemble de ces mesures, que ce soit l'allègement des heures supplémentaires et autres, on n'a pas de truc. Donc, à terme, ça veut dire soit des nouveaux impôts, soit de la baisse de prestations de services publics de proximité. D'ailleurs, de ce point de vue, sur les services publics territoriaux, on va poser la question, débattre, etc. On aurait aimé des engagements plus clairs. Et enfin, donc sur les impôts, on aurait quand même pu espérer que soit une création d'une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, soit évidemment la restauration de l'ISF ou de la flat tax, la réflexion sur le CICE, puisque moi je plaide, et je reste convaincue qu'il faut une hausse des salaires et du SMIC. Parce que quand on met 100 € sur le SMIC, il y a celui qui est juste au-dessus, il n'y a pas d'impact. Donc tout ça va être un cafouillage, à mon avis, assez compliqué à remettre en mouvement.
Enfin, ce qui me paraît aussi tout à fait, là pour le coup, étrange, il nous dit qu'il va falloir faire un nouveau contrat pour la nation. Oui. Je m'excuse, mais un contrat pour la nation, c'est une élection. Parce que si il est en train de nous dire que le contrat sur lequel il a été élu, il allait redébattre de tout ça. Bon, Et c'est l'un des termes forts de son intervention. Voilà. Mais un contrat pour la nation, il faut que le peuple tranche. Ouais. Parce que c'est bien les consultations, etc. Mais il faut quand même savoir, au bout du compte, qu'est-ce qu'on va faire. Et on a quand même le sentiment d'un président qui est dépassé, qui n'a pas de cap ni à long terme, ni de stratégie à court terme pour redonner, ou qui est tellement percuté dans le cap qu'il avait cru, sur lequel il croyait qu'il était mandaté, qu'il ne sait pas comment... Alors, on entrera dans le détail de tout ce qu'il a annoncé en réécoutant évidemment des passages de cette intervention présidentielle, mais je voudrais vraiment votre sentiment global. Fabienne Keller. Alors, moi, j'ai été touchée par la reconnaissance, les mots qu'il a prononcés sur, voilà, j'ai été maladroit, des choses que je n'aurais pas dû dire, enfin, voilà. Je pense que c'était indispensable. Je ne sais pas si ça va suffire à reconstruire la confiance, mais en tout cas, il l'a dit et c'était très attendu. Sur les mesures, on pourra les commenter, notamment quand on les connaîtra mieux. Elles visent bien sûr à réparer les retraités qui se sont sentis très maltraités depuis le début de l'année, qui ont pas mal participé au mouvement des Gilets jaunes. On l'a tous vu sur nos terrains. Les bas salaires. Alors il y a effectivement cette question. Il ne faut pas juste toucher les personnes au SMIC. Et puis il faut toujours aussi avoir en tête les personnes qui sont à temps partiel. Ce sont très souvent des femmes. Donc parfois un tout petit peu plus que le SMIC. Il faut aussi là qu'il y a un effort. Bon, mais un ensemble de mesures qui vont plutôt dans le bon sens. Alors ce débat, nous chez Agir, on l'appelle de nos voeux parce qu'on a bien senti, ça a démarré sur la fiscalité écologique, mais qu'il faut retisser ce lien social et cette acceptation aussi. Et il le dit d'ailleurs, que ça part d'un ras-le-bol fiscal, mais que c'est beaucoup plus profond. C'est plus profond et que c'est la question de l'acceptation de l'impôt, du sens qu'on donne à cet impôt pour financer l'éducation, la police, dont on est bien heureux d'être... par laquelle on est protégé aujourd'hui, mais avec quelle équité. Et ça, me semble-t-il, c'est plutôt un point faible de son discours sur la question de la justice entre les différents niveaux de revenus. Et là, la réponse n'a pas été forte et claire, là où les Français attendaient voilà, quelque chose peut-être de plus clair. Mais en tout cas, un débat, enfin, dont pour ma part, j'espère beaucoup, notamment avec les maires, qui, on l'a beaucoup dit au Sénat ici, n'ont pas été bien traités depuis le tout début du mandat, alors qu'ils se sont des relais irremplaçables sur les territoires. Vannick Berberian, justement, avez-vous des motifs de satisfaction tout de même à l'issue de cette intervention présidentielle? Des doutes, des bémols, des réserves? Alors j'ai des réserves et des bémols, mais j'ai aussi des éléments de satisfaction. Et je pense qu'il faut regarder les choses dans une focale un peu plus large que d'habitude. La crise qu'on est en train de vivre, elle est tout à fait inédite et particulière. Je pense qu'il faut regarder aussi les choses dans une dimension un petit peu historique et rétroactive. Moi, je me souviens quand même qu'il y a eu des élections il n'y a pas si longtemps où les partis traditionnels ont été proprement éjectés. Il ne faut jamais oublier ça. Ensuite, on a eu des élections législatives avec une assemblée nationale dont la majorité actuelle est composée en partie d'anciens, je vais être désagréable, mais ce soir j'ai envie d'être désagréable, transfuges des socialistes ou transfuges des républicains. Et puis, un nombre très important de novices qui sont certainement très compétents dans leur domaine d'activité, mais qui ne connaissent pas grand-chose sur le reste. Et aujourd'hui, la situation, c'est quoi? C'est qu'on a un Parlement qui est discrédité, un gouvernement qui n'est pas entendu, et un État qui est rejeté, en particulier par les élus. Donc là, la situation, elle a cette gravité. Après, est-ce qu'en 13 minutes, on peut couvrir l'intégralité des problématiques? Sans doute pas. Et je pense que la première des nécessités était d'intervenir sur le climat général. Et ce matin, donc, on était tous les deux dans cette rencontre avec le président de la République où il n'a pas dit un mot, à part nous remercier d'être venu. Il n'a pas dit un mot. Il a écouté pendant 4 heures. On lui a beaucoup reproché de ne jamais écouter, de ne pas avoir écouté. Voilà. Donc là, de ce point de vue, il l'a fait. Et donc, ça a été l'occasion de poser chacun un petit peu donc ses impératifs, ses priorités. Et ce que je retiens quand même pour conclure, c'est que le constat que nous faisons, c'est que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est le paroxysme de 30 ans, 40 ans,
50 ans de déséquilibre territorial. On a même inventé un mot, on appelle ça la fracture territoriale, qui est venue se superposer à la fracture sociale. Et puis maintenant, il y a une nouvelle, c'est la fracture de la crédibilité du politique. Donc vraiment, sincèrement, tout est réuni pour que ça fonctionne très très mal. Et donc la première des nécessités, c'était évidemment de changer la donne. Et je pense que les mesures qui ont été annoncées, alors après moi je ne suis pas un technicien Oui. et je ne sais pas si elles sont finançables, bonnes, etc. On en parlera. Mais la question du pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui revenait donc sans cesse. Et on a cette réponse-là. C'était indispensable avant de passer à la deuxième séquence, qui est celle d'une consultation. Parce que les gens, sinon, ne seraient pas disponibles. Et c'est là qu'il faudra retisser du lien, peut-être. Et absolument, c'est là qu'il va falloir retisser du lien et redonner au corps intermédiaire, comme on les appelle, tout leur sens. Donc finalement, une première étape concrète, Marc Landré, avec des mesures, et puis on retissera du lien, là, dans les mois qui viennent. Il y avait l'urgence. D'ailleurs, le président a parlé d'état d'urgence économique et sociale, à laquelle il fallait répondre. D'ailleurs, en l'occurrence, il emploie exactement les mêmes termes que François Hollande. Exactement. En janvier 2016, qui avait utilisé ce terme d'état d'urgence économique et sociale. On a vu où ça l'a mené. Donc on espère pour le président et pour la France que l'issue sera meilleure cette fois-ci. Mais il y avait des mesures d'urgence à prendre, une réponse de pouvoir d'achat à apporter, il l'a fait. N'oublions pas qu'en matière de pouvoir d'achat, il y avait déjà 7 milliards qui avaient été rendus en octobre de cette année. C'est-à-dire à travers la suppression de la première tranche de la taxe d'habitation et la suppression des cotisations sociales, c'était 7 milliards. Là, il en rajoute entre les mesures de la semaine dernière et celles de ce soir, grosso modo, 12 milliards. Non, 12 milliards, beaucoup plus. Donc on peut estimer que, je ne vais pas dire le cadeau, mais l'effort fait en termes de pouvoir d'achat entre le mois d'octobre et 2019, c'est quasiment 20 milliards. C'est énorme, c'est inédit. Comment ça va être financé? Parce que toute la question est là. Le problème de ces mesures, c'est qu'on n'en connaît pas encore totalement la décomposition, le détail. Et ça, on sait que le diable se niche dans les détails, mais déjà, on a quelques Parce qu'en 13 minutes, il donne des directions, exactement. Effectivement. Et puis son job, c'est de présider. C'est pas de gouverner. Donc après, c'est au Parlement et c'est à l'exécutif, au Premier ministre et au ministre de trouver les modalités de mise en œuvre. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Il fixe le cap, il donne 20 milliards entre le mois d'octobre et l'année prochaine. Et comment ça va être financé? Il faut que les mesures soient justes et équitables. Pour qu'elles soient justes et efficaces, il faut prendre l'argent là où il est. Et là où on estime qu'il est en trop. Et moi, je vous mets mon billet, je vous parie mon billet, que ceux qui vont payer, ce sont effectivement les plus fortunés, parce qu'on va proroger la taxe. D'une manière ou d'une autre, on ira chercher l'argent. Et les entreprises. Parce que ce qui a été très critiqué par les Gilets jaunes et en même temps dans l'opinion, c'est ces fameux 40 milliards de cadeaux. Je dis cadeaux à bon escient, même si ça n'en sont pas, des cadeaux qui sont faits au patronat, au patron, entre les CICE. De crédit d'impôt, plus la bascule faite en 2019. Et moi, je vous mets mon billet que sur les 40 milliards qui doivent être donnés, rendus en termes de trésorerie aux entreprises en 2019, il n'y en aura pas 40, il y en aura beaucoup moins, et au minimum, il y en aura 20. Alain Griset. L'exercice était difficile. La situation est tendue, compliquée. Et ce matin, je pense que tout le monde autour de la table était d'accord pour dire qu'il y avait 3 passages obligés ce soir dans le discours du président. D'abord, l'annonce d'un certain nombre de mesures immédiates qui étaient attendues par tout le monde, en particulier par les Gilets jaunes. Deuxième chose, le fait de dire que c'était un premier pas, mais que derrière, il fallait lancer un grand débat dans lequel les corps intermédiaires, mais également les Français seraient associés très largement, parce que en réalité, ce qu'on voit, c'est que le pays, aujourd'hui, est devant des défis nombreux. Fracture territoriale, sociale, technologique. Que ces bouleversements des technologies n'ont pas fini encore d'impacter sur la vie, qu'on a des modes de vie qui ont beaucoup changé depuis quelques années, les familles monoparentales, des dépenses contraintes, et que derrière ça, on a un État qui est toujours pareil, en gros, qui dit on est là pour réglementer, pour sanctionner, et qui est plus adapté. Et puis, derrière, il y a toute cette question de donner un espoir, essayer de tracer une perspective. Donc, ce n'était pas très facile. Bon, globalement, sur les premières mesures annoncées, les entreprises que nous représentons, comme 2 300 000 entreprises, très clairement, nous n'avons pas les marges pour augmenter automatiquement tous les salaires. On a beaucoup d'entreprises qui sont fragiles. Pour les primes exceptionnelles, il le précise bien d'ailleurs, pour les entreprises qui le peuvent. Naturellement, tant mieux. Sinon, de toute façon, on serait dans une impasse, bien sûr. Très clairement. Donc le fait d'augmenter le SMIC, d'après ce que j'ai compris, ça en augmenterait la prime d'activité. Prime d'activité, tout à fait. Bien. Qui, au bout du compte, effectivement, fait qu'il n'y a pas de cotisation sociale. C'est plutôt bien. Alors après, effectivement, on peut se poser la question de qui va payer. Moi, j'ai cru comprendre
dans le discours du président, qu'il y aurait une taxation des très grosses entreprises, et une taxation des très gros revenus. Bon, Entendu, là. voilà, on va voir ce qui va être décidé. En ce qui nous concerne naturellement, Oui. on trouve que c'est une solution qui peut être envisagée. Il le sait de ce matin. Parce que, très clairement, bon, pour nos entreprises aujourd'hui, d'abord, ce qui s'est passé depuis 3 semaines pénalise beaucoup de nos collègues. Beaucoup d'entre eux sont fragiles. Il faut faire attention en conséquence d'emploi. Bon. Et puis, d'un côté de ça, il est nécessaire aussi qu'on ait un vrai débat sur l'équilibre territorial. Notre pays ne peut pas vivre avec des territoires qui se désertifient, dans lesquels il n'y a plus de services, il n'y a plus d'économie. Et donc, il y aura des choix à faire, même au niveau des élus locaux. Est-ce qu'on va continuer à avoir de la grande distribution qui s'installe à 10-15 km des villes et qui tue l'activité économique des centres-villes? Donc il y a tous ces débats qu'il faut qu'on ait. Et en tout cas, l'UDP, nous, on participera le plus possible au débat et on écoutera nos artisans, dont je précise quand même qu'une partie d'entre eux étaient parmi les Gilets jaunes. Oui, absolument. Alors, je vous l'ai dit, on va réécouter quelques passages de cette intervention. Cela faisait par exemple quelques semaines qu'il avait commencé son mea culpa. Lors de ses dernières interventions, le chef de l'État admettait des erreurs, des maladresses, vous l'avez dit. Il a recommencé ce soir, il prend sa part de responsabilité tout en précisant tout de même que cette responsabilité est collective. Écoutez. Sans doute n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Vous avez été sensible à ce mea culpa, Marie-Noëlle Lienemann? Non. Enfin, non, mais d'abord, je ne suis pas une fanatique du mea culpa. Je veux dire quand même, enfin, c'est quand même, quand on est président de la République, se rendre compte au bout de X manifestations qu'on a blessé des gens, je m'excuse, c'est quelque Non, mais chose. beaucoup de Gilets jaunes lui demandaient de l'empathie, Ah, mais peut-être, moins non, mais d'accord, d'arrogance. mais je veux dire par là, on peut toujours reconnaître ses erreurs. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment il a pu les faire. Je veux dire, et comment on est sûr qu'il ne va pas les reproduire. Hein. Voilà, donc, et qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça révèle parce que qu'on le veuille ou De non, l'humilité, tout de oui, même, non, mais ce que ça révèle et qui n'est pas remis en cause là, c'est cette idée du winner, d'une société. Alors, il ne va pas le dire aujourd'hui, mais rien n'est remis en cause dans la logique d'ensemble qu'il nous propose, qui vise à redistribuer les richesses, à soutenir le truc. Il y a des gestes pour le pouvoir d'achat, mais il n'y a pas une stratégie qui vise Il n'y à a pas de changement de cap, disons-le. disons-le. Il n'y a pas de changement de cap, Voilà, c'est bon, clair. moi, personnellement, je pense que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Après, le beau mot, parce qu'on dit une prime. Mais alors, vous allez dans 2 ans, hein, on va vous dire, oui, mais l'équilibre, la dépense publique, le machin, et donc on va mettre des critères à la prime. Il y aura que ceux qui plafonnaient, etc. Et vous allez voir que ça va être petit à petit, potentiellement, ça peut être petit à petit rogné. Alors que quand vous avez une stratégie, alors je sais les difficultés de certaines entreprises, mais le CICE était justement là pour aurait pu être la contrepartie du CICE, une amélioration des salaires, au moins des bas et moyens salaires. Rapprochez-vous bien du micro, Marie-Noëlle Lienemann. On aurait pu espérer qu'il y ait une vraie stratégie de pouvoir d'achat. Moi, par ailleurs, je pense, contrairement à Mme Pénicaud, que ce dont les entreprises ont le plus besoin, c'est de carnets d'entreprise, de commandes, et que le carnet de commandes, quoi qu'on en dise, d'ailleurs même M. Blanquer commence à le dire, quand il y a de la consommation populaire intérieure, ça nourrit une partie des carnets d'entreprise. Donc moi, je pense que cette question du pouvoir d'achat est loin d'être réglée, que les inégalités, c'est loin d'être réglé, et je pense que le compte n'y est pas. On ne demande pas l'effort. Je prends un exemple. Il va faire Encore. On va Encore. poursuivre parce qu'il y a d'autres... On a voté au Sénat une taxe sur les GAFA. On l'a voté. Qui est, je passe le détail technique. Ben, il n'a qu'à le voter tout de suite. Fabienne Keller, pour réagir. Pour réagir sur les GAFA, c'est avant tout une question européenne. Hein, non, mais plus justement, qu'une on l'a question voté. Non, c'est pas nationale, vrai, c'est pas mais vrai. On a eu le ce Sénat, débat au Sénat. oui, le Sénat peut aller dans un sens qui encouragera la prise de décision européenne, mais fondamentalement, c'est bien l'ensemble des États membres qui doivent converger dans une décision fiscale. Mais c'est pas obligé. C'est beaucoup plus efficace. Sur le fond, moi je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est bien qu'il ait dit qu'il a pu blesser, qu'il le reconnaisse, et je lui accorde la sincérité sur cette partie de son intervention. Et je crois qu'aussi il en a besoin, parce que
c'est quand même plutôt de manière populaire qu'il a été élu. Enfin, il est allé parler aux Français, il les a écoutés, rappelez-vous ces réunions. Donc, il voulait montrer son attention à chacun. Donc, ça doit je pense que ça le blesse, enfin, ça le touche, qu'il se soit à ce point coupé des Français les plus modestes. Mais il s'en est coupé très, très tôt. Depuis l'été de l'année dernière, nous, au Sénat, sur tous les bancs d'ailleurs, on souligne cette rupture avec les maires qui sont tellement proches de ces populations rurales, qui elles-mêmes subissent la fermeture des hôpitaux, l'absence de transport public, les difficultés en ce qui concerne la téléphonie, ici ou là la perte d'un régiment militaire, d'une entreprise à cause de la mondialisation. Donc ce sentiment qu'on sent tous de désespérance qui petit à petit est présent sur les territoires, il n'a pas été respectueux non plus des maires. Et là, je crois il fait vraiment des gestes, des mains tendues. Donc, je veux croire qu'on est au début d'un dialogue, d'un rebond. Les mesures étaient nécessaires, ça a été rappelé, justement, pour rassurer tout le monde. Mais sur le fond, c'est bien le lien social, enfin la confiance dans les corps intermédiaires et dans le président de la République qu'il faut reconstruire. C'est l'autre passage intéressant de cette intervention, peut-être d'ailleurs le plus concret, effectivement, le plus clair pour les Français. C'est cet état d'urgence économique et sociale qu'il décrète et qui débouche sur une série de mesures qu'on réécoute. C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui. Nous voulons bâtir une France du mérite, du travail, une France où nos enfants vivront mieux que nous. Cela ne peut se faire que par une meilleure école, des universités, de l'apprentissage et des formations qui apprennent aux plus jeunes et aux moins jeunes ce qu'il faut pour vivre libre et travailler. L'investissement dans la nation, dans l'école et la formation est inédit. Et je le confirme. Et l'annonce sur le SMIC est peut-être celle qui fait le plus réagir ce soir. Écoutez le patron des sénateurs LR tout à l'heure sur France 2. Oui, je l'ai vu, Retailleau. On va écouter Bruno Retailleau tout de suite. Bien sûr, il y a des bonnes mesures que Nicolas Sarkozy, François Fillon avaient prises. C'était en 2007 sur la défiscalisation, la désocialisation des heures supplémentaires, un coup de pouce par ici, par là. Si ce n'est qu'à tout concentrer les aides sur le SMIC, on va smicardiser la société française. Alors, comment ça vous fait réagir? On risque de smicardiser la société. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà. Vous avez plus de 10% des salariés qui touchent le SMIC, pas le SMIG, mais le SMIC, ce qui a été changé en 1970. Et si vous prenez l'ensemble des salariés qui sont attachés au SMIC, vous avez quasiment la moitié de la population salariale française. Donc, je veux dire, le SMIC, il diffuse en dessous et au-dessus jusqu'à 50% des salariés. Mais c'est pas un coup de pouce au SMIC qui est proposé par le gouvernement. C'est une accélération de l'augmentation de la prime d'activité qui était inclue pour les SMICards et en dessous et au-dessus. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet de seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet niveau. On ne va pas donner 100 € qu'au niveau du SMIC. C'est-à-dire que les gens vont en bénéficier avant et vont en bénéficier au-dessus. Parce que sinon, vous créez un effet de seuil et c'est dramatique puisque les gens restent au même niveau de salaire et les patrons les laissent au même niveau de salaire. Donc c'est quoi? C'est un coup de pouce temporaire, un peu gadget? Vous avez déjà eu 100 € de plus au niveau du SMIC en 2019. Vous avez déjà eu une augmentation de la prime d'activité de 20 € au 1er avril dernier. Vous avez là la revalorisation automatique du SMIC qui devait être de 1,6%, donc qui fait de 25 €. Vous aviez l'augmentation en 2019 de la prime d'activité qui, sur l'ensemble du quinquennat, devait augmenter de moitié, donc grosso modo, c'est 20 € en plus. Donc déjà, là, vous êtes entre l'année dernière, entre ce qui était prévu, ce qui est prévu légalement en début d'année, et ce qui était prévu en revalorisation de la prime d'activité en 2019, on est déjà à 60 € sur les 100. Donc il en reste 40 €, et ces 40 €, c'est ce qui devait être fait d'ici la fin du quinquennat. Donc en vérité, l'enveloppe qui était mise sur la revalorisation de la prime d'activité au niveau du SMIC, sur l'ensemble du quinquennat, va être accélérée et concentrée sur une année 2019 plutôt que d'être lissée sur 3 ans. Vannick Berberian. Oui, moi je voudrais revenir, si vous permettez, une seconde sur la question précédente, parce que pour moi le contexte psychologique est essentiel dans cette crise. Et sur la question a-t-il bien fait d'un mea culpa, etc., je crois que c'était indispensable, parce qu'on lui a trop reproché une forme de distance par rapport aux citoyens, parfois hautains, etc., avec des propos qui ont été maladroits. Je lui ai dit ce matin d'ailleurs, il y a eu des erreurs de formule qui ont effectivement vexé. Et je trouve... Choqué.
choqué, et je trouve que c'est bien qu'il l'ait reconnu. Ça veut dire que voilà, il est président de la République, mais il est aussi capable de reconnaître ses La question erreurs. est de savoir s'il est sincère. C'est effectivement la question Il l'a qu'on se pose plusieurs tous, tout de fois même. déjà dit. Hein. Oui. Je vous rappelle Et que ça l'a les pas pu dames de recommencer. Gad, il leur Oui. avait dit qu'il les avait blessés. Après, il y a encore eu Mais un alors c'est épisode. peut-être sa nature récurrent chez qui, lui, hein. qui est comme Oui. ça. Mais je crois que c'était indispensable de l'exprimer de cette Au manière. moins pour le geste. Au moins pour le geste. Et puis après, il y a les mesures qui ont été présentées. Et encore une fois, je crois qu'il faudra prendre le temps de les décortiquer, de voir de quelle manière elles peuvent se mettre en place, etc. Encore une fois, 13 minutes, c'est pas évident de rentrer dans le détail. Et comme il a été dit tout à l'heure, il est président, il préside, et il y a un gouvernement qui gouverne et un parlement qui légifère. Donc, dans le tempo dans lequel nous nous trouvons en ce moment, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Alain Griset. On se pense que d'abord, tous les Français attendaient du président le fait qu'il dise attendez, j'ai fait des bêtises, je m'en excuse. Enfin, en gros, je prends acte. Alors après, je pense qu'il n'y a plus de deuxième chance. Je pense que c'est Alain Juppé qui disait c'est qui te double. Je pense qu'aujourd'hui, même si sa nature l'incitait à ne pas poursuivre dans cette direction, ce serait dramatique. Parce que les Français, là, aujourd'hui, on voit bien que ça pousse fort. C'est plus possible. Ouais. Donc là, il n'y a plus de bonus, il n'y a plus de possibilité Ça, c'est de sur la question rattrapage. du mea culpa et son. Oui, mais sur du son comportement global. Et sur le SMIC. Alain Non, mais du Griset. comportement global, si vous permettez, sur le fait de dire que les corps intermédiaires doivent jouer toute leur place, corps intermédiaires y compris les élus. Il l'avait Les déjà dit élus. en juillet, parce qu'il vous avait tous reçu en le juillet, 17 pour juillet, dire tout à fait. Exactement le même discours. Tout à fait, mais je veux dire, il a épuisé toutes les cartouches. Hein. Donc les corps intermédiaires, les élus locaux, maires, députés, conseillers départementaux, régionaux, tout ça, c'est au bout du compte, c'est les relais indispensables par rapport au président. Et c'est bien qu'on aille au-delà pour les grands débats. Donc aujourd'hui, bon, il a peut-être déjà dit, il le redit, s'il ne le fait plus... Il le redira. Non, peut-être pas, parce que s'il le redit après... Vous semblez y croire, hein, tous les deux. Vous qui Non, l'avez je veux rencontré dire ce que- matin, vous semblez Non, plus y je pense croire que- je pense qu'il y a plus les le choix. autres sur ce Attendez. plateau. Je pense qu'il n'y a plus le choix. Imaginez ce qu'ils ont vécu quand même. C'est la première fois qu'ils se trouvent face au président de la République qui ne parle pas. Oui. C'est inédit. Généralement, c'est les autres qui ne parlent pas. Là, c'est. Bon, c'est à peu vrai. Bien. Mais en tout cas, non, mais c'est à peu vrai. Mais je veux dire que cette fois, je pense qu'il n'y a plus de prochaine fois possible. Parce que la prochaine fois, si c'était le C'était cas, la dernière j'espère, chance. oui, je pense. Oui, enfin, moi, encore ce une fois, domaine-là. hein, je rappelle qu'il a été élu sur la promesse de faire de la politique différemment. Et je maintiens encore une fois que les partis traditionnels ont été éjectés. Ce qui veut dire que moi, quand j'entends des parlementaires ou des responsables de partis s'exprimer, sincèrement, ça me met en colère, quoi. Il devrait avoir un petit peu de retenue. J'entendais le monsieur du Sud... On ne peut pas vous aider, c'est parti. Chauve, Éric les Ciotti. Républicains. Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui donne des leçons, sincèrement, un peu de retenue. Et c'est pareil pour les socialistes. Et c'est pareil pour tout le monde. Ils ont une part de responsabilité dans ce qui se vit aujourd'hui. Et ça, il faut le redire. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'être plus indulgent que ce qu'il ne faudrait. Mais je crois qu'on est arrivé à un moment donné où la situation ne nous permet plus de raisonner comme on faisait avant. Voilà. Et concernant les maires, la question de l'obligation de transfert de la compétence ou assainissement, sur laquelle nous, maires ruraux, nous nous sommes battus, c'était pas le transfert qui nous posait problème, c'était l'obligation de transfert. Et on en a fait une question de principe. On a dit, si vous rendez obligatoire le transfert de la compétence, ça veut dire que votre mode de gouvernance, il est comme hier. Et il s'est passé la même chose, Je voudrais c'est-à-dire juste comme hier. une dernière fois, Alain Griset, sur le SMIC. Vous Oui. ne nous avez pas répondu sur cette annonce concernant le SMIC et la réaction de Bruno Retailleau, ce risque de smicardiser la société. Vous savez, dans les entreprises que je représente, on a plus de la moitié de nos collègues qui sont en dessous de 1 500 € par mois. Donc, il y a cette tendance aujourd'hui, alors pour des raisons de concurrence internationale, pour des raisons de coût, qui fait qu'effectivement, on a aujourd'hui une partie de la population très importante qui sont ou au SMIC ou proches du SMIC. C'est clair, la moitié. Et quant aux retraités, enfin, il faut quand même regarder les chiffres. Dans nos secteurs d'activité, vous avez plus de la moitié des retraités qui, en ayant travaillé 42 ans, touchent à peu près 1 100 € par mois. Alors que le minimum... 200 € de moins, Voilà, de moins le que la minimum pension vieillesse, c'est à moyenne. 900. Que la pension moyenne des Français. Et le minimum vieillesse, c'est à 900. 900 €, tout à fait. Et les artisans que vous représentez, seront-ils capables d'augmenter ce SMIC ?
Mais ils auront rien. A priori, Le président a bien précisé. Vous ne craignez pas Le président a précisé que ce serait sans aucune Oui. charge pour Non, mais c'est l'employeur. pas Oui, mais vous ne l'entreprise. craignez pas que ce Mais soit... c'est pas l'entreprise qui, l'État. d'après ce que le président a dit, C'est va l'État qui contribuer. payer nos impôts. Alors, en réalité. c'est, Madame la sénatrice, peut-être à un moment donné les impôts, mais savoir de qui. Puisque moi, j'ai cru comprendre que dans les discours du Pas le président, financement. voilà, il y avait l'idée de faire payer Oui, alors. les très grosses entreprises fortunés. et les plus hauts revenus. Bon, donc on va attendre quelques jours pour Enfin, on voir ce qui va se attendre, passer. bon, moi, ce que j'observe quand même, c'est que c'est quand même étrange. J'ai dit, je vais recevoir les plus riches de ce pays pour discuter avec eux de comment on va les faire payer. D'abord, c'est qui J'adore ça. C'est qui et J'adore ils sont ça comme représentés par qui façon de penser la société, quoi. Qu'est-ce qui vous est supportable, etc. Donc moi, je pense que ça témoigne quand même d'une vision étrange. On ne va pas consulter les syndicats sur l'augmentation du SMIC, etc. Et par contre, on va réunir... On les a consultés ce matin. Voilà, Je veux dire, tous ont dit leur avis, Oui, non, ont mais donné leur d'accord. avis depuis une semaine D'accord, pour mais débat de cette au nom augmentation de au quoi nom les du plus SMIC. riches seraient Vous voulez que ce soit les plus pauvres qui payent Ben non, mais c'est pas eux qui vont dire comment on va les faire payer. quand Non, même. mais par contre, on peut leur Je demander m'excuse. leur avis. Si. Oui. Il leur a dit participez à l'effort collectif et donc je vais vous recevoir pour qu'on en parle ensemble. Oui, c'est c'est ça. fidèle En à sa attendant, nouvelle méthode de j'attends concertation Oui, et de dialogue. bien sûr, bien sûr. Alors- Mais ce que je veux dire quand même par là, c'est que sur ces plus riches, il y aurait des mesures immédiates à prendre. Hein. Et je m'excuse, soit sur l'ISF, soit sur la flat tax, soit en créant un impôt sur le revenu plus progressif, soit et en tout cas faire payer les grandes multinationales de ce pays. Et là, il y a des mesures qui existent, immédiates, parce que si c'est pour nous refaire qu'on ne peut pas, tant que l'Europe est haute, l'Europe ne fera pas. C'est simple, ils ne feront pas. Et le peu d'accords qu'ils ont, c'est déjà... alors là, c'est des clopinettes qui vont être... Alain Griset, touchées. ensuite on écoute une autre réaction. Non, je voulais dire que j'étais totalement d'accord avec Mme Lienman pour dire que la France doit prendre une initiative sur les GAFA, très forte. Et même s'il y a des dispositifs européens, on ne doit pas après. attendre, Ben voilà, on si doit on être attend. là très, très fortement décideur, parce qu'il est inacceptable de voir ces entreprises qui font des milliards et des milliards de chiffre d'affaires et de bénéfices, et puis derrière, certaines de nos entreprises qui... Grâce à nous, hein. Grâce à nous. Simplement, une Fabienne explication. Keller. On peut prendre des mesures nationales, mais les mesures efficaces, elles sont européennes. Parce que pas quel vrai. est le mécanisme? C'est qu'il y a des déplacements des bases fiscales d'un État membre à Non, mais l'autre. justement, On Et a quelques franchement, moyens pour le faire coup, quand même. Pour le coup, on Mais a non. une formidable commissaire européenne, Madame mais Margrethe dis donc. Vestager, qui a engagé Oui. le contentieux à ce sujet avec les GAFA. Soyons forts en Europe S'il faut et attendre- soutenons s'il faut cette attendre démarche. 2 ans pour y Arrêtez. arriver, ça fait On long, a eu quand le même. débat au Sénat pendant le C'est budget. On a convenu particulièrement qu'il fallait le faire efficace français. sur ce sujet, puisque pour le coup, il y a plutôt un consensus européen. Non, Et là, c'est se mettre. ils viennent de se mettre Ensemble. d'accord qu'ils n'étaient pas d'accord. Et là, Consensus faut l'unanimité. consensus il faut l'unanimité on parce l'a que c'est pas. une matière Non, on l'a fiscale. pas. Et Arrêtez. nous progressons. Or, l'inégalité fiscale en Europe est un des sujets Oui. qui On peut attendre longtemps. crée un sentiment d'injustice entre les Français. Donc, je crois que rien n'exclut d'agir au niveau français, mais nous décuplerons nos forces et notre Ce efficacité. serait très efficace pour Sauf prouver que- l'efficacité de l'Europe, en Sauf que tout cas. nos européen. pas d'histoire, toutes les Et réunions les- qui ont eu lieu montrent Et les que c'est pas vrai. populations européennes y sont favorables. Donc là aussi, en Europe, comme sur les sujets Oui, elles en attendent nationaux, beaucoup. Hein. on a la question, quand les peuples le souhaitent, il faut aussi que les décideurs l'acceptent. Alors, autre réaction dans l'opposition, je vais vous énerver un petit peu, Vannick Berberian, mais tant pis, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Ce soir, le leader de la France Insoumise donnait une conférence de presse à l'Assemblée nationale et pour lui, c'est très clair, il faut poursuivre la mobilisation. Les paroles qui ont été prononcées par le président de la République sont vaines. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi je crois que l'acte 5, qui se jouera samedi prochain, l'acte 5 du début de la révolution citoyenne dans notre pays, sera un moment de grande mobilisation. Mais bien sûr, comme tout un chacun, je m'en remets à la décision qui sera prise par ceux qui sont dans l'action. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui, semble-t-il, appelle donc à l'acte 5 de la mobilisation. Ça vous énerve, Vannick Berberian? Non, Pas cette fois. non, pas cette fois, parce que les gens feront ce qu'ils ont envie de faire. Et je suis... Vous voulez dire que sa parole n'a pas de poids C'est et ce que je veux dire. Voilà. Et puis on a un contexte, encore une fois, qui est très particulier. Moi, ma crainte par rapport au mouvement qui est en train de se faire et qui, j'espère, va se terminer, c'est qu'il y ait des conflits entre citoyens. Les scènes que l'on a vues sur les Champs-Élysées, etc., qui ne sont pas
pas des gilets jaunes, qui sont des vandales avec un costume jaune. Et encore, parfois pas. Et encore, pas toujours, ce sont des choses qui sont inacceptables. Donc je mets ça de côté. Les heurts entre manifestants et CRS, c'est le classique de la manifestation. Par contre, quand vous voyez des voitures qui forcent des barrages, quand vous voyez 4 morts quand même, hein, c'est pas anodin, que les gens commencent à se battre physiquement, les citoyens entre eux, et là on voit donc avec les fermetures et l'incidence donc de ces blocages sur le plan économique, on risque d'avoir des soucis. Donc je pense que plutôt que d'inciter à la violence ou à la mobilisation, je crois qu'il y a des avancées qui ont été faites. Maintenant, il faut passer à la deuxième phase, qui est celle de l'expression, de la négociation, de la discussion. Voilà, je pense que c'est l'heure aujourd'hui. Moi, je voudrais saluer tous ceux, et on a été nombreux, qui ont appelé au calme, au contraire, parce que tout ce que vous avez dit est tout à fait essentiel. On voit qu'on a des violences urbaines qui sont inadmissibles, enfin des exactions. On a des forces de police. Avec parfois des discours un peu ambigus des responsables politiques aussi, qui n'ont pas forcément appelé au calme tout de suite. C'est inadmissible. La République... Voire pas appelé au calme du tout. Voire pas appelé au calme du tout. Mais pour ma part, je dénonce ces comportements que je ne considère pas comme responsables quand on voit les conséquences. La destruction, la suppression d'emplois. Il y a des salles de sport pour ça. Il y a la suppression d'emplois que cela génère. La fermeture à Paris, il faut penser à toutes ces personnes qui souvent ont un job à l'occasion des fêtes, qui permet de faire des heures supplémentaires, de travailler. Enfin, c'est toute une économie qu'on a fragilisée. Et puis surtout la violence. Moi, j'étais ce matin à la CRS 37 à Strasbourg, parce qu'ils avaient une manifestation. Je veux dire, ces hommes et ces femmes sont sur le terrain à se battre pour le respect de la liberté de manifester et la protection des personnes. Enfin, qu'on en soit arrivé à menacer des vies. Non, mais attendez, il faut pas que tout il faut retrouver la démocratie. On n'a pas appelé à faire de la violence. Je termine. Il faut retrouver les fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire le dialogue et le respect républicain les uns des autres. Ce que je viens d'entendre de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas l'appel à la violence. Il considère que la poursuite du mouvement va avoir lieu. La poursuite du mouvement, c'est pas forcément la violence. Il sait bien que ça. C'est ce que vous souhaitez, c'est que tout le monde, depuis le début, que les gens rentrent chez eux. Il ne faut pas dire ça. Moi je ne souhaite. Non, mais si ce vous n'est dites pas que vrai, chers collègues. Mais je m'excuse. Mais vous savez bien qu'il y en a qui profitent de ces situations de manifestation. On n'a qu'à plus rien faire du tout. Alors, on n'a qu'à plus faire de manifestation puisqu'à chaque fois il y en a qui profitent. Ce n'est pas l'augmentation de la violence qui apportera une solution aux Français. Un cap a été franchi dans la violence. Oui, mais bien sûr. Mais moi je n'ai jamais été pour la violence, je ne suis jamais pour la violence. Et Jean-Luc Mélenchon ne l'a jamais condamné. Voilà, je dis ça, oui, mais il n'a jamais condamné la violence, c'est vrai, c'est un fait qu'il faut rappeler. Peut-être la question centrale, c'est que derrière, là, il ne faut pas qu'il y ait de la violence, il y a le message, arrêtez le mouvement. Il n'y a pas de raison que les politiques disent nous sommes des élus responsables. Mais moi aussi, je m'explique. La destruction de boutiques, de mobilier urbain, de biens publics. La réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait un mouvement qui ne soit pas violent. Voilà la question que moi je crois utile, parce que je pense que le compte n'y est pas par rapport au malaise profond qu'il y a dans la société française et le mal-vivre, et qu'on a tendance à nous endormir sur des mesures que je ne crois pas suffisamment déterminantes pour améliorer le sort de tous ceux qui se sentent très très mal, et là je parle de ceux qui sont bas, qu'à partir de ce moment-là, il y a une certaine légitimité à poursuivre le mouvement, ils feront ce qu'ils veulent, mais en tout cas, il n'y a pas de message à dire, arrêtez le mouvement. Voilà. Il nous reste à peine quelques minutes. Je n'arrêterai pas si j'étais à leur place le mouvement. Le problème, il est aussi économique, et de se demander jusqu'où on peut aller trop loin quand on manifeste pour une juste cause. Le problème, c'est qu'on a déjà vu les chiffres économiques, macroéconomiques, des conséquences. Oui, non, mais je compare pas. Peut-être, mais enfin, les époques ne sont pas les mêmes. Donc, si vous comparez, puisque vous en faites référence. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez déjà, ne serait-ce que ça, 15 000 personnes qui ne seront pas recrutées pour les fêtes de Noël, pour être en soutien, en apport, en support dans les magasins. Oui. Ces 15 000 personnes qui auraient dû travailler, qui ne travailleront pas. Ce sont des petits salaires, qui sont des personnes qui en avaient besoin pour vivre. S'il y avait de la relance du pouvoir d'achat avant, c'est quand même pas... Et si ma tante elle en avait, ça serait mon oncle. Non, mais d'accord, mais dans ce cas-là, on n'a qu'à ne plus faire de grève. La SNCF a perdu plein d'argent, Air France a perdu plein d'argent. Et vous savez ce qui va se passer, vous connaissez la conséquence de toutes ces grèves si elles continuent encore? Non, pas de ces grèves, parce que les grèves, on n'y est pas encore. On y sera après, lorsque tous les gens qui manifestent aujourd'hui, sur les ronds-points et autres, auront plus de jours de congé à poser. Après, ils feront la grève d'entreprise. Et la conséquence sera encore plus dramatique. C'est ce que souhaitent les syndicats d'ailleurs. Non, pas tous.
tous, pas tous. Philippe pas tous. Martinez l'avait exprimé oui, ainsi. mais pas du tout Laurent Berger, par exemple, pour la Absolument. CGT. Mais le problème, c'est que, c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après de la déconstruction économique, c'est que les gens qui aujourd'hui manifestent pour avoir plus de pouvoir d'achat, ils ont un boulot. Demain, certains n'en auront plus. Et le meilleur moyen d'augmenter et d'avoir du pouvoir d'achat, c'est d'avoir un travail. Et d'ailleurs, vous les entendez, ils ne se battent pas pour le chômage, ils ne se battent pas pour plus d'emplois. On n'a qu'à négocier au bon moment pour que les gens ne soient pas dans cet état de malaise. Non, mais il y a un Il nous moment, il reste faut quelques savoir secondes arrêter. pour conclure. Thorez disait, il faut savoir arrêter Dany une grève, Berberian et surtout Alain au moment où on Griset. estime avoir eu satisfaction. 30% d'augmentation du SMIC qui sont arrêtés. Pour conclure en Peut-être. quelques secondes. Ouais. Peut-être il aurait mieux Vas-y, pardon. valu de ne pas commencer le mouvement, que ça aille mieux toujours. Mais enfin, un mouvement, à un moment donné, il faut savoir l'arrêter. Moi, je pense que les manifestants avaient des revendications qui n'ont pas toutes été satisfaites, mais d'abord, des mesures immédiates, et deux, ce qui est très important, je pense, le fait qu'il y ait un vrai débat sur la façon dont notre pays fonctionne. Et ce débat, on ne va pas l'avoir en 48 heures. Donc s'il faut attendre que le débat ait lieu 3 mois, 4 mois, 6 mois et tout arrêter l'économie, le pays s'effondre. Donc nous disons clairement qu'à partir du moment où il y a eu des avancées de fait, il faut être capable de dire ah bah attendez, on va participer, on va participer à l'évolution, on va essayer d'aboutir aux résultats, mais on ne casse pas tout. Et aujourd'hui, on a des dangers dans nos entreprises, je le dis clairement. Entreprises qui sont fragiles, des dangers de fermeture, de licenciement. Et donc, moi, je souhaite que les Gilets jaunes comprennent qu'il y a des choses qui ont été obtenues et que maintenant, il faut permettre à l'économie de reprendre. Dany Berberian. Oui, j'ai dit en introduction d'émission qu'il y avait des points qui me laissaient un peu sur ma faim. Alors, je voudrais parler de la question de la fracture territoriale. Très rapidement, il nous reste vraiment quelques secondes. Eh bien, on reste sur notre faim concernant la fracture territoriale. Voilà, j'aurais aimé qu'on entende parler de la ruralité. Et le Tour de France des maires dans toutes les régions, non mais bon, ce serait bien, mais si ça c'est vous a un pas- Tour de France mémoriel, ça servira pas. Hein. La question, c'est le plan d'action. On a parlé de la, en fait, de la pour les DGF, la territoires. dotation globale de fonctionnement, où l'on aimerait que les citoyens des campagnes soient à parité avec les citoyens des villes. Ça aurait été un geste fort pour justement donc redonner confiance et de la reconnaissance aux habitants des territoires ruraux. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Et c'est dit. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette Merci à OBPL spéciale. On va poursuivre notre analyse avec nos prochains invités. On est ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 23h30 en direct pour vous proposer un décryptage approfondi de cette intervention présidentielle. Avant de vous présenter notre prochain plateau, je propose de voir ou de revoir la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir à 20h. C'était relativement court, 13 minutes pour mettre fin à la crise. Est-ce que ça suffira? Nos prochains invités nous diront ce qu'ils en pensent. On regarde d'abord le président. Françaises, Français, nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. Et je veux vous le dire d'emblée, ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Nous avons tous vu le jeu des opportunistes qui ont essayé de profiter des colères sincères pour les dévoyer. Nous avons tous vu les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République, cherchant le désordre et l'anarchie. Aucune colère ne justifie qu'on s'attaque à un policier, à un gendarme, qu'on dégrade un commerce ou des bâtiments publics. Notre liberté n'existe que parce que chacun peut exprimer ses opinions, que d'autres peuvent ne pas les partager sans que personne n'ait à avoir peur de ses désaccords. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. Nous y mettrons tous les moyens, car rien ne se construira de durable tant qu'on aura des craintes pour la paix civile. J'ai donné en ce sens au gouvernement les instructions les plus rigoureuses. Mais au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation. Et cette indignation, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager. Et celle-là, je ne veux pas la réduire aux comportements inacceptables que je viens de dénoncer. Ce fut d'abord la colère contre une taxe. Et le Premier ministre a apporté une réponse en annulant et en supprimant toutes les augmentations prévues pour le début d'année prochaine. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards.
et elle peut être notre chance. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois, et n'a plus d'espoir. Je les ai vues, ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse, sur tant de ronds-points. C'est celle des retraités modestes, qui ont contribué toute leur vie et souvent aident à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas. C'est celle des plus fragiles, des personnes en situation de handicap, dont la place dans la société n'est pas encore assez reconnue. Leur détresse ne date pas d'hier. Mais nous avions fini lâchement par nous y habituer. Et au fond, tout se passait comme s'ils étaient oubliés, effacés. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Malaise des travailleurs qui ne s'y retrouvent plus, malaise des territoires, villages comme quartiers, où on voit les services publics se réduire et le cadre de vie disparaître, malaise démocratique, où se développe le sentiment de ne pas être entendu, malaise face au changement de notre société, à une laïcité bousculée et devant des modes de vie qui créent des barrières, de la distance. Cela vient de très loin, mais c'est là, maintenant. Sans doute n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Et ma légitimité, je ne la tire d'aucun titre, d'aucun parti, d'aucune coterie, je ne la tire que de vous, de nul autre. Nombre d'autres pays traversent ce mal-vivre qui est le nôtre. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je le veux pour la France, parce que c'est notre vocation, au travers de l'histoire, d'ouvrir ainsi des chemins jamais explorés, pour nous-mêmes et pour le monde. Je le veux pour nous tous, Français, parce qu'un peuple qui se divise à ce point, qui ne respecte plus ses lois et l'amitié qui doit l'unir, est un peuple qui court à sa perte. Je le veux aussi, parce que c'est en pressentant cette crise que je me suis présenté à votre suffrage pour réconcilier et entraîner, et que je n'ai pas oublié cet engagement et cette nécessité. C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui. Nous voulons bâtir une France du mérite, du travail, une France où nos enfants vivront mieux que nous. Cela ne peut se faire que par une meilleure école, des universités, de l'apprentissage et des formations qui apprennent aux plus jeunes et aux moins jeunes ce qu'il faut pour vivre libre et travailler. L'investissement dans la nation, dans l'école et la formation est inédit, et je le confirme. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Sur ce point, nous sommes allés trop lentement. Je veux intervenir vite et concrètement sur ce sujet. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Dès demain,
le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. J'ai besoin que nos grandes entreprises, nos concitoyens les plus fortunés, aident la nation à réussir. Je les réunirai et prendrai des décisions en ce sens dès cette semaine. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière. Revenir en arrière nous affaiblirait alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France. Et les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt. C'est la simple justice. Vous le voyez, nous répondrons à l'urgence économique et sociale par des mesures fortes, par des baisses d'impôts plus rapides, par une meilleure maîtrise des dépenses, plutôt que par des reculs. J'entends que le gouvernement poursuive l'ambition des transformations de notre pays que le peuple a choisi il y a maintenant 18 mois. Nous avons devant nous à conduire une réforme profonde de l'État, de l'indemnisation du chômage et des retraites. Elles sont indispensables. Nous voulons des règles plus justes, plus simples, plus claires et qui récompensent ceux qui travaillent. Mais aujourd'hui, c'est aussi avec notre projet collectif que nous devons renouer, pour la France et pour l'Europe. C'est pourquoi le débat national annoncé doit être beaucoup plus large. Pour cela, nous devons avant toute chose assumer tous ensemble tous nos devoirs. Le devoir de produire pour pouvoir redistribuer, le devoir d'apprendre pour être un citoyen libre, le devoir de changer pour tenir compte de l'urgence de notre dette climatique et budgétaire. Pour réussir, nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions essentielles à la nation. Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation, la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc, et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Je veux que soit posée la question de l'équilibre de notre fiscalité, pour qu'elle permette à la fois la justice et l'efficacité du pays. Je veux que soit posée la question de notre quotidien, pour faire face au changement climatique, se loger, se déplacer, se chauffer. Et les bonnes solutions émergeront aussi du terrain. Je veux que soit posée la question de l'organisation de l'État, de la manière dont il est gouverné et administré, depuis Paris, sans doute trop centralisé depuis des décennies, et la question du service public dans tous nos territoires. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration. Il nous faut l'affronter. Ces changements de fond, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national. Dans nos institutions, chacun y aura sa part. Gouvernement, assemblée, partenaires sociaux et associatifs. Vous y aurez votre part. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, pour rendre ainsi le pouls vivant de notre pays. Mais un tel débat n'est pas seulement affaire de représentants institutionnels. Il doit se dérouler aussi partout sur le terrain. Et il est des interlocuteurs naturels des citoyens qui doivent en recevoir les demandes et s'en faire les relais. Ce sont les maires. Ils portent la République sur le terrain. C'est pourquoi je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région, pour bâtir le socle de notre nouveau contrat pour la nation. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays.
par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Nous sommes à la tâche et je reviendrai m'exprimer devant vous pour vous rendre compte. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive la France. Et avec nous pour cette deuxième partie d'On va plus loin, spéciale intervention présidentielle, Arnaud Benedetti. Bonsoir, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste de communication politique. Alexia Germont, bonsoir. Bonsoir. Présidente fondatrice du think tank France Audacieuse et auteur de ce livre Réveillons notre Europe. Alexis Poulain, bonsoir, analyste politique, cofondateur du site lemondemoderne.media. Et Benjamin Morel, bonsoir à vous également, docteur en sciences politiques. Merci à tous les quatre de poursuivre cette analyse de l'intervention présidentielle. On en a déjà beaucoup parlé pendant que vous entendiez Emmanuel Macron. Vous allez nous livrer vos analyses. Votre sentiment général, Arnaud Benedetti, sur cette intervention? D'abord, sur le fond, j'ai trouvé un président qui donnait le sentiment d'avoir intériorisé les épreuves, c'est-à-dire d'avoir même été bousculé par les épreuves. Physiquement, c'était un président dont les traits étaient marqués. Donc ça, je crois que c'est important. Alors, c'était peut-être volontaire de sa part aussi. Après, reste à savoir ce qui est joué de ce qui est sincère, en l'occurrence. Mais il s'agissait certainement de montrer un homme qui avait pris conscience de la gravité de la situation et qui, quelque part, semblait moins assuré, en tout cas, dans son propos, qu'il ne l'était lors de ses dernières interventions. Donc on peut considérer là qu'il y avait dans cette façon d'être et dans sa relation, en tout cas, avec l'opinion, la volonté de montrer que oui, il était un homme qui était peut-être en train de se transformer dans sa structure profonde de personnalité. En tout cas, il y avait vraisemblablement cette volonté de démonstration. Après, sur le fond, il y a eu quelques annonces concrètes qui ont été faites et qui marquent un petit tournant social, même si le mot n'est pas prononcé dans le quinquennat. Est-ce que ça sera suffisant aujourd'hui pour éteindre l'incendie ou la grogne? Là, la question reste entière à ce stade. Alexia Germont. Je partage assez sur la forme. Effectivement, on a l'impression que c'est un président, en tout cas, qui a pris toute la mesure de ce qui était en train de se passer dans le pays. Je pense que c'était 13 minutes d'intervention d'une extrême précision, parce qu'il fallait naviguer entre des objectifs de court terme, des objectifs de long terme, une sortie de crise par le haut, où il y avait un certain nombre d'attentes très fortes, et pour finalement réunir un certain nombre d'objectifs aussi. Et sur les objectifs, je crois que le plus fondamental, c'était celui de retrouver la concorde nationale, qui n'a d'ailleurs pas été un mot qui a été prononcé, mais qui est quand même le plus important. Et quelque part, il joue également le sauvetage de sa capacité de réforme pendant le quinquennat. Et parfois, et en cela, je pense qu'il a effectivement trouvé un chemin, je ne sais pas si c'est le bon chemin, mais en tout cas un chemin. Dès lors que vous avez un cap, si vous voulez foncer droit direct dessus alors qu'il y a un obstacle, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il a eu l'intelligence de changer, en quelque sorte, d'amodier sa route pour toujours fixer un cap sans revenir en arrière. En tout cas, c'est la façon dont il s'est exprimé. Après, ce seront des choix, en tout cas les choix de court terme qu'il a annoncés, ce seront des choix qui coûteront cher économiquement et politiquement. Et on y viendra. Et on y viendra, je suppose. Absolument. Alexis Poulain, si on reste sur le sentiment général, on a beaucoup parlé d'un président arrogant. A-t-il été un peu plus humble ce soir, comme le disait Arnaud Benedetti? Qu'avez-vous ressenti en l'écoutant? Le roi est nu. Je ne suis pas ophtalmo, mais bon là, vraiment, il faut des lunettes. Il n'a plus rien. Il a une légitimité qui tient à un fil, il le sait. On a vu le dispositif policier qui était là pour protéger ce pouvoir qui ne sait plus où il est. On a vu hier les ministres se succéder sur les plateaux pour défendre et dire l'opposé de ce qui a été dit aujourd'hui. Muriel Pénicaud qui disait qu'augmenter le SMIC, c'était moins d'emplois. Et bien voilà, aujourd'hui, on augmente le SMIC. Mesure qui était dans le programme d'Emmanuel Macron et qui devait arriver à la fin de ce quinquennat pour lancer la campagne de 2022. Donc là, on voit que les Gilets jaunes ont complètement pourri le plan politique du quinquennat d'Emmanuel Macron et qu'il est obligé de sortir toutes les cartes sur la table. C'est pas un coup de poker, c'était un coup de bluff. Cette élection, il l'a gagnée. C'est extrêmement compliqué.
Là, on a des promesses qui vont coûter très cher, surtout aux Français. C'est moins de cotisations sociales, c'est-à-dire que ces augmentations ne sont pas des augmentations, c'est moins de services publics, c'est moins encore d'argent pour l'État. C'est quelque chose qui va coûter très très cher dans cette solidarité, dans ce lien social qui sont demandés par les Gilets jaunes. Donc on arrive là à quelque chose qui est de l'ordre du gain de temps. Laissez-moi encore un peu de temps. Alors ce ne sera pas 5 ans, parce que les Français ne sont pas prêts à attendre 5 ans. Mais est-ce que ce sera 6 mois? Est-ce que ce sera 1 mois? Est-ce que ce sera même une semaine? C'est-à-dire avant quoi? Avant qu'on en voit vraiment les effets. Parce que vous allez avoir le prélèvement à la source en janvier. Vous avez certes cette augmentation de 100 € du SMIC qui était déjà dans les tuyaux, mais qui va être amortie par la hausse des coûts, par tout un tas de faits qui fait que ces 100 € ne font pas 100 € à la fin, et qui reste peu comparé à ce qui était attendu. Benjamin Morel, est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes des Français, des Gilets jaunes en particulier? Alors, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes des Français et des Gilets jaunes? Pour ce qui est des Gilets jaunes, probablement pas. Parce que déjà, les revendications étaient très diverses et elles étaient très fortes. Mais ce n'était pas vraiment le public d'Emmanuel Macron ce soir. Le public d'Emmanuel Macron, c'était les Français et il s'agissait de retourner l'opinion qui est majoritairement favorable aux Gilets jaunes et qui lui est majoritairement défavorable, eh bien plutôt en sa faveur. Ça ne veut pas dire la reconquérir, mais ça veut tout simplement dire être à nouveau audible. Parce que le problème du président de la République aujourd'hui, c'est qu'il était inaudible. Est-ce qu'il y est arrivé? Il va falloir voir dans les prochains jours. Il y a plutôt des aspects pour et plutôt des aspects contre. Sur le pour, il a probablement fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'il a donné le point. Il a dit « je reviens sur des mesures que j'avais annoncé, notamment la hausse de la CSG, et donc je suis capable de me réformer moi-même. » Ça, c'était quelque chose qui était attendu. Ça va être dur à assumer sur le long terme, mais c'est quelque chose qui était attendu. Après, sur les côtés plus problématiques, eh bien, vous avez des mesures qui ne parlent pas à l'ensemble des gens qui sont dans les difficultés. Notamment, on n'a pas eu de réindexation des pensions, on n'a pas eu de hausse du minimum vieillesse, on n'a pas eu de mesures pour les chômeurs. Or, on voit un mouvement des Gilets jaunes qui est aujourd'hui en train de muter, c'est-à-dire que les petits artisans, les salariés, eh bien, restent moins sur les ronds-points, tout bêtement parce qu'ils ont usé leur congé. Et vous avez plutôt un mouvement qui est en train de changer dans sa sociologie, avec notamment des chômeurs qui sont ceux qui restent et qui restent en force, et qui probablement ne vont pas tout à fait être heureux de toutes ces annonces. Donc là, il y a une première difficulté. Ensuite, il y a une seconde difficulté, c'est qu'un point n'a pas été abordé. C'est celui de la justice. Quand Emmanuel Macron parle de l'ISF, justice fiscale, vous voulez dire. Exactement. Quand Emmanuel Macron parle de l'ISF, il en parle en termes d'efficacité économique. Peut-être a-t-il raison sur ce point-là. Mais pourquoi est-ce que l'ISF est devenu un slogan important chez les Gilets jaunes et un chiffon rouge dans l'opinion? C'est parce que c'est une question de justice. On y reviendra, l'ISF. Juste d'un mot, il décrète ce qu'il a appelé, je le cite, un état d'urgence économique et sociale. Il reprend une terminologie qui était celle de François Hollande. Exactement, c'est ce qui a été dit dans le plateau qui vous précédait. Et on est dans la formule choc, dans la formule qui reprend François Hollande. C'est surprenant, ça vous a surpris? Gadget de communication? Moi, si vous voulez, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, il y a une bataille sur l'image qu'il a perdue ce soir. Et ça, c'est une bataille essentielle. Si vous voulez, Emmanuel Macron a construit sa singularité et sa spécificité en disant qu'il était l'homme de l'inflexibilité comparativement à ses prédécesseurs. C'était quelqu'un qui ne se laissait pas impressionner, en d'autres termes, par les aléas, les assauts de l'opinion. Et depuis une semaine, il ne cesse de reculer, au moins symboliquement, et pas que symboliquement, puisque lorsqu'il annule la hausse des taxes du carburant, alors que son Premier ministre, lui, parlait d'un moratoire, et lorsque ce soir, il annonce une hausse du SMIC, lorsqu'il revient sur la hausse de la CSG pour les bas revenus, mais les Français et lorsqu'il revient sur les défiscalisations des heures supplémentaires, il contredit d'ailleurs 3 de ses ministres. Il contredit Mme Pénicaud, qui a annoncé hier qu'il n'y aurait pas de hausse du SMIC, il contredit Bruno Le Maire sur la CSG, et il contredit Gérard Darmanin sur la défiscalisation. Donc on a un président de la République qui, en effet, fragilise l'image qui était la sienne, l'image matricielle, et qui faisait quelque part quand même sa force dans l'opinion publique, même si l'opinion publique doutait de sa politique. Et en plus, il donne le sentiment que finalement, aujourd'hui, ce gouvernement, la communication même politique de ce gouvernement, qui était très verrouillée jusqu'à présent, devient assez chaotique. Donc, on ne peut pas dire que sur le plan, en tout cas, de l'expression publique, ce soir et depuis une semaine, on est gagné en cohérence. On a certainement
perdu en lisibilité, mais la force des événements étant ce qu'elle est, Emmanuel Macron est obligé de lâcher du lest. Vous êtes d'accord, c'est peut-être ça qu'il a perdu le plus, c'est la cohérence? Ce qui est étonnant en tout cas, c'est qu'il est allé sur des terrains sur lesquels il n'était pas forcément le plus attendu. On voit bien tant sur les mesures qu'il a annoncées, qui sont des mesures qui n'étaient pas celles qui étaient attendues. Je n'ai pas dit qu'il y avait fuité, parce que ce n'était pas ça du tout, pas du tout. Mais en tout cas, qui semblaient celles qui étaient sur le haut de la pile à l'étude. Ça, c'est le premier point. Et puis le second point, on avait beaucoup parlé, ce qui aurait pu beaucoup lui ressembler finalement en termes de reprise en main de ce nouveau contrat social. Et là, il y avait quelque chose d'assez emblématique qui aurait pu être... Et il a préféré dire un nouveau contrat pour la nation. C'est un nouveau contrat pour la nation, mais si on réfléchit et si on prend un peu de recul, le nouveau contrat social repose sur un triptyque normalement, sur des droits, des devoirs, et puis un respect des institutions. Et on voit bien que sur aucun de ces sujets, il n'a envie d'aller s'aventurer, parce que ce sont des sujets aujourd'hui qui sont difficiles pour lui à aborder. Et là, sur le nouveau contrat social, je pense que sur cette conférence dans les territoires qui va être organisée, si on a bien compris, à partir du mois de janvier, il essaye en fait de rétablir le contact également avec, bien sûr, les corps intermédiaires, qui ont beaucoup souffert, et qui n'ont pas souffert uniquement que par l'attitude d'Emmanuel Macron tout au long de ces premiers 18 mois. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la crise des Gilets jaunes, ils ont été mis de côté, tout comme l'ont été les partis traditionnels, on va dire, par les Gilets jaunes eux-mêmes. Alors certes, le gouvernement n'a pas saisi la main tendue, mais finalement, cette éruption de Gilets jaunes n'arrive pas à rentrer dans le rang de classification plus traditionnelle que l'on pouvait certains avoir. Commencent à vouloir créer une liste aux européennes. Oui, ça a été annoncé. On y reviendra. Beaucoup attendaient Emmanuel Macron sur la question de l'ISF, évidemment. Alors, il ne revient pas sur sa réforme. Pas de retour en arrière, surtout pas. Écoutez-le. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière. Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Revenir en arrière nous affaiblirait, nous dit le chef de l'État. Il fait une erreur politique, là? Énorme. Évidemment, c'est le problème de la justice fiscale, le problème de l'accroissement des inégalités. C'est la clé de cette lecture de la crise des Gilets jaunes. C'est la clé de à peu près toutes les crises qu'on va voir mondialement maintenant. Il y a eu Occupy Wall Street, il y a les Gilets jaunes, c'est pas rien. C'est des mouvements démocratiques qui sont là pour dire ça suffit. Je disais tout à l'heure que le roi est nu, c'est vrai. Et aussi, les citoyens ne sont plus dupes de jeu, en fait. On sait très bien que ça ne ruisselle pas, que ces mesures fiscales qui sont là pour donner de l'argent aux plus riches pour investir, non. On n'investit pas. D'avoir supprimé l'impôt sur la fortune, ça fait que des business angels qui investissaient dans la Startup Nation, finalement, non, décident de ne plus investir parce qu'il n'y a plus de niche fiscale. Donc il n'y a plus d'incitation pour aider les personnes riches à se délester de ces millions dont elles ne savent plus quoi faire. C'est un problème. Pourquoi ne pas vouloir, et dire, d'ailleurs, ça fait 40 ans que ça existe, on ne vivait pas mieux. Mais parce que ça fait 40 ans que c'est un mensonge. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on est là en train de construire des inégalités et qu'à Davos, chaque année, les élites du monde sont en train de dire « mais c'est grave, vous savez, ces inégalités, ça va nous emmener vers des guerres civiles ». On y est. Il ne faut pas se leurrer, se voiler la face. Ce soir, c'est essayer de sauver les meubles, essayer de sauver sa peau, là. La vérité, c'est que effectivement, promettre là, ce soir, des mesures de campagne qui étaient écrites dans le programme en disant que c'est exceptionnel, c'est pour répondre à la colère, et dire « je ne franchirai pas la ligne rouge qui est celle, effectivement, de l'ISF », c'est une erreur politique. La deuxième erreur politique, c'est de dire « et maintenant, les dirigeants d'entreprises devront payer leurs impôts en France et les entreprises étrangères également ». C'est des mesures qui n'ont jamais été faites. Vous pouvez aller voir, en Europe c'est la même chose. Pierre Moscovici a beau essayer de faire ce qu'il peut avec les différents ministres des Finances au Conseil européen, rien ne se passe. L'évasion fiscale continue et à grande échelle. Et le blanchiment d'argent aussi au niveau européen. Donc c'est une attaque sur un système qui doit se faire. C'est une vraie révolution qui doit se faire. Écologique d'ailleurs. Pas un mot sur la révolution écologique ce soir par Emmanuel Macron. Pas un. Le champion de la Terre.
Benjamin Morel. Oui, ça c'est un point essentiel, surtout quand on le met en comparaison avec l'ISF. Parce que là, cette question de l'ISF, elle heurte ceux qui ne sont pas l'électorat d'Emmanuel Macron, qui sont attachés en effet à cette question de justice sociale et qui voient dans l'ISF, encore une fois, un symbole fondamental. Mais là, il leur dit un peu, vous n'avez rien compris. Exactement, mais justement, c'est ça qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas faire de pédagogie ce soir. Et il a réussi plus ou moins à ne pas faire de pédagogie, sauf là-dessus. Sur ce point extrêmement important, il a dit, écoutez, vous n'avez pas tout à fait compris, ça ruisselle, je vais vous faire un petit cours d'économie, et vous voyez bien que ce n'est pas une question de justice, et ça, c'est un vrai problème. Et c'est également une erreur vis-à-vis de son électorat, parce qu'Emmanuel Macron a lâché sur la taxe carbone. Donc, il peut lâcher. En revanche, sur l'ISF, il ne lâche pas. Grosso modo, l'impôt sur la fortune, c'est plus grave que la planète. Et ça, c'est quelque chose qui, dans tout l'électorat écologiste qui continue à le soutenir, est quelque chose qui risque de ne pas passer. Donc là, vraiment, cette question de l'ISF, dans tout son discours, je pense que c'est réellement le point de faiblesse. Arnaud Benedetti. Oui, alors certainement, mais... C'est un symbole, hein, cet ISF. C'est un symbole et il nous dit encore ce soir, pas question d'y toucher, et je vous explique pourquoi. Oui, alors, si vous voulez, il faut quand même qu'il garde une forme de cohérence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il rappelle quand même quels sont ses fondamentaux. Donc, en effet, sur cette question, il ne lâche pas. Le problème, c'est que... Vous savez, la politique, c'est aussi de l'imaginaire. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas capable de dire si cet impôt est efficace ou il est inefficace. Mais ce qui est évident, c'est qu'il est efficace dans les représentations historiques des Français. C'est-à-dire qu'en effet, la société française est une société qui s'est bâtie depuis la Révolution sur ce que l'on appelle la passion égalitaire. Et donc, cet impôt sur la fortune, je veux dire, il est l'expression concrète de cette passion égalitaire. Et presque peu importe si ça marche ou si ça marche pas. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'incarne pas l'égalité. Et quand vous n'incarnez pas l'égalité dans un pays qui est profondément marqué par cette valeur, évidemment, vous avez un président de la République qui doit rassembler la nation, et bien qui rate quelque chose, en l'occurrence. Et c'est bien la difficulté à laquelle il est aujourd'hui confronté. Et tout le discours qui a été le sien aujourd'hui, ça a été un discours qui a visé justement, et qui, moi, à mon avis, pose problème, parce que si vous voulez, encore une fois, ce qui faisait sa singularité par rapport à ses prédécesseurs, c'était cette espèce d'inflexibilité qui, aujourd'hui, est considérablement érodée. Et je dirais aujourd'hui, le problème d'Emmanuel Macron, il se banalise. C'est bien sa difficulté, il se banalise. Il devient un président comme les autres, comme ses prédécesseurs. Et là, ce qu'il ne voulait surtout pas. Et le fond de marque du macronisme, c'était ça. Et ce qu'il n'est pas, parce que Emmanuel Macron, c'est pas un président avec une base électorale, avec une fidélité partisane qui fait que toujours vous avez 10 à 15% de l'électorat qui votera pour vous parce qu'il a toujours voté socialiste ou il a toujours voté à droite. Si Emmanuel Macron prend le risque de cette banalisation et perd ce qui avait fait en fait toute sa légitimité, cette idée de j'ai été élu sur un programme parce que je détiens une forme de vérité et je continue à avancer parce que j'ai toute cette légitimité. Et c'est pour ça que ce retournement a été si difficile. Et bien tout d'un coup, il perd quelque chose, il perd une dynamique qui va être extrêmement difficile à reconstruire. Alexia Germain. Je risque d'être en forte minorité sur ce plateau, mais j'assume. J'assume. Dites-nous. Je voudrais vous rappeler qu'il y a quelque temps, on débattait aussi de l'opportunité de mettre dans la Constitution la non-rétroactivité de la fiscalité. Bon. Sur l'ISF, évidemment, je partage l'avis sur l'accroissement des inégalités. Mais ce n'est pas une suppression de l'ISF qu'il y a eu. Il le dit lui-même, c'est une réforme de l'ISF pour financer, pour que ça revienne dans l'économie. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y avait aussi une autre problématique pour le président. C'est qu'aujourd'hui, à l'extérieur, en dehors de nos frontières, le mouvement qui se développe depuis 3 semaines donne l'impression d'une zone à défendre. Et qu'il y a urgence du point de vue économique aussi. Chaque jour qui passe coûte des points de croissance. Et au-delà de la croissance, ce sont des emplois. Et c'est précisément la population des Gilets jaunes qui va en premier lieu être perdant. Donc il y avait cette urgence-là. Et revenir en arrière... comme signal donné, alors non pas par rapport à la Startup Nation, ça je pense qu'aujourd'hui il faut sortir de cette caricature, mais c'est un signal qui aurait été doublement
compliqué et recevable pour les investisseurs qui tentent quand même de venir dans notre pays. Voilà, donc je suis en forte minorité, mais je crois qu'il faut quand même le dire, parce qu'il faut aussi redonner du sens. Là où je suis d'accord avec vous, en revanche, c'est que ce n'était pas forcément ce soir dans une allocution de 13 minutes où c'était le moment de faire de la pédagogie. Ça, je suis d'accord. Et une des grandes questions de cette crise, c'est aussi, et vous l'avez dit Alexia, de savoir où trouver l'argent qui va manquer, comment financer ce qu'il annonce. Le chef de l'État évoque une lutte plus forte contre la fraude fiscale. Écoutez. C'est très bien. On va l'écouter, le chef de l'État, sur la fraude fiscale. L'évasion fiscale même. On l'entend, on ne l'entend pas? Non. Si, on me dit que oui, il est prêt. Le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France. Et les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt. C'est la simple justice. Alexis Poulain, il reste trop flou sur cette question de lutte contre, lutte forte contre l'évasion fiscale. C'est l'angle mort d'Emmanuel Macron depuis le début. Jamais il a voulu vraiment l'attaquer. Alors il y a eu le verrou de Bercy qui a sauté, mais tout ça pour faire des petits arrangements entre amis à la Bernard Tapie. Il n'y a jamais eu de volonté ni française ni européenne de lutter réellement contre l'évasion fiscale, contre l'optimisation fiscale. C'est légal, les lois existent, les pays existent. Vous avez la Belgique, vous avez le Luxembourg, vous avez les Pays-Bas, vous avez l'Irlande, vous avez plein de pays européens qui sont là pour accueillir le Portugal, pour faire des cadeaux fiscaux, pour accueillir les investisseurs. Exactement ce que voulait faire Emmanuel Macron. Quand il arrive, il veut que la France soit attractive pour les investisseurs. Peu importe si les travailleurs ne gagnent pas assez pour finir correctement leur fin de mois. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? C'est exactement l'inverse qui se reproduit. Ce que vous disiez, ces scènes qu'on a vues dans Paris, les investisseurs qui voient ça disent « Mais attendez, moi j'ai commencé à vouloir acheter des trucs sur les Champs-Élysées, c'est quoi ce bordel? Je viens plus, j'enlève mes billes. » Les gens de la Banque de France commencent à prendre peur. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que cet homme qui avait pour programme « Moi ou le chaos », une fois élu, amène le chaos. Non seulement il amène le chaos, mais il amène l'inverse exactement de ce pourquoi il était élu. En 4 semaines, la France a perdu tout crédit. Alors que, rappelez-vous, quand il a été élu, c'était Francis Bach, c'était ce pays qui va reprendre du poil de la bête et qui va attirer effectivement à Versailles tous les investisseurs du monde entier. Et les Français y ont cru, en tout cas pendant quelques mois. Arnaud. Non, et puis il y a un autre souci qui est un souci essentiel et que d'ailleurs Emmanuel Macron, c'est un sujet auquel Emmanuel Macron ne s'est pas attaqué depuis le début et qui est pourtant absolument matriciel, c'est la question de la dépense publique. Vous comprenez, le problème, c'est que voilà un président qui est quand même un enfant de Maastricht et qui sait très bien que le levier absolument essentiel pour respecter les critères de Maastricht, c'est la question de la dépense publique. On ne s'y est pas attaqué lors du premier budget. Et donc, aujourd'hui, on peut considérer que c'est plutôt mal parti, parce que quand même, les annonces qu'il vient de faire sont des annonces qui, pour le moins, accroissent la dépense publique. Donc là, il y a un vrai problème, même dans le logiciel même du macronisme. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui ne parvient pas, finalement, à respecter ce qui constitue son fond même politique. Donc, non seulement il n'a Cette crise a tué le macronisme. Il n'est pas assuré d'avoir gagné la bataille sociale ce soir, mais en plus, il risque quelque part d'être en train d'accroître la défaite sur le plan de la dépense publique. Donc, il est dans une situation qui, quand même, sur le plan des fondamentaux, me paraît extrêmement compliqué à terme. Même, c'est la fin du macronisme. Si vous voulez, je rajouterai à quelque chose rapidement, et je pense que vous aurez peut-être à rebondir dessus. Il a également pas forcément gagné la bataille intérieure, mais en tout cas, il a très certainement aujourd'hui, et ces dernières semaines, perdu la bataille extérieure. Parce que qu'est-ce qui faisait quand même l'ADN du macronisme, sa mystique? C'était la construction européenne. Or, l'explosion du déficit, avec une augmentation probablement au-dessus des 3%, très difficile ensuite de pousser l'Allemagne à adopter un budget de la zone euro. Les images qu'on a vues des Champs-Élysées ces dernières semaines et les tweets très réjoui de Matteo Salvini. Mais justement que j'avais envie de vous citer. Exactement. Emmanuel Macron est un produit de laboratoire pour maintenir le système en place. Exactement, Matteo Salvini, mais même les alliés d'Emmanuel Macron en Europe qui aujourd'hui sont tout de même assez gênés par les images qui sont certes décontextualisées, mais quand vous voyez ce type d'image des Champs-Élysées à Berlin, à Bruxelles ou dans les pays scandinaves, vous dites c'est embêtant. Du coup, pour réformer l'Europe, cette grande mystique macronienne, elle apparaît fondamentalement atteinte aujourd'hui.
De toute façon, là, sur le financement, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous aviez d'une part touché aux 3%, c'est fait, c'est acté, puisque de toute façon, le budget aujourd'hui, qui avait été fondé sur une hypothèse de 1,7% de croissance, je ne dis pas que tout est à revoir, mais enfin, en tout cas, la copie est bien à reprendre. Compte tenu des annonces qui ont été faites, on est à plus de 10 milliards d'euros de toute façon. Donc, un pan, 3%. Effectivement, on est complètement décrédibilisé de ce point de vue-là par rapport aux alliés européens. Vous avez la poche entreprise. Donc, on sait où aller taper également. Et puis, vous avez la poche des économies. Et c'est celle qui n'a pas encore été faite, et notamment sur la réforme de l'État. Il en a dit un mot, là, très rapidement, en mentionnant que, comme la réforme des retraites, c'était des choses qui étaient devant nous. Mais là, il faut vraiment maintenant, c'est le moment de vérité. Il faut attaquer la réforme de l'État, il faut attaquer la question de la dépense publique. Autrement, il y a un manque de crédibilité très fort, parce que ce ne sont que des cadeaux qui ont été faits sans pour l'instant trouver les financements en face. Donc sur la conférence des territoires et le travail d'Édouard Philippe avec les parlementaires, il y a du travail. Il y a du travail. Dernier extrait que je voudrais vous faire écouter ou réécouter, c'est sa conclusion. Elle a attiré notre attention. Il promet aux Français qu'il va revenir s'exprimer. Écoutez. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Nous sommes à la tâche et je reviendrai m'exprimer devant vous pour vous rendre compte. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Mon seul souci, c'est vous. Ça vous a interpellé, vous aussi, ce passage, Alexia Germont? J'ai été très frappée. J'ai trouvé que c'était une conclusion qui, pour le coup, sonnait très vraie. Et au-delà de mon seul souci, c'est vous, ce qui m'a frappée, c'est je viendrai vous rendre compte. Je le pense sincère dans cette conclusion, et où on sent qu'il appelle vraiment sans le mentionner, mais à la concorde nationale. Et je voudrais quand même dire, parce que ça me paraît très important, qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le débat public, que ce soit évidemment les parlementaires, les journalistes et même nous, représentants de la société civile, on a chacun quand même une responsabilité individuelle très forte dans la façon dont nous prenons la parole et nous nous exprimons. Parce qu'on est vraiment à un moment charnière. Et je dois avouer que moi j'ai été très choquée, par exemple, de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Encore ce soir, qui appelle à l'acte 5 de la mobilisation. Qui appelle à l'acte 5 de la mobilisation en mentionnant la notion de révolution citoyenne. Je pense que ce sont des paroles très fortes et dangereuses. Oui, moi ça me choque. Alexis Poulain. Moi, ça ne me choque pas, évidemment. Mais... évidemment. On s'en doutait. Non, parce que on est vraiment dans l'ère des révolutions. Qu'on le veuille ou non, j'en parlais tout à l'heure d'Occupy Wall Street. Aujourd'hui, Le Monde Moderne a publié un article de David Graeber qui dit simplement que, qu'on le veuille ou non, on est rentré dans des temps révolutionnaires. La faillite des élites, le fait qu'elles n'aient pas vu venir ces soubresauts et que ça arrive dans des pays développés comme la France, c'est bien la preuve qu'on est dans des temps révolutionnaires. Alors c'est un mot qui fait peur, évidemment, la révolution, sauf qu'elle est devant nous. C'est une révolution écologique, c'est une révolution de système. Quand je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas continuer ce système de captation de richesse sur le travail pour faire du profit aux dépens de la planète, c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, les gens en sont extrêmement conscients, gilets jaunes ou pas. Il y a vraiment, on en parle peu, mais samedi, c'était une marche pour le climat qui s'est très bien passée et où les gilets jaunes sont venus. Donc c'est pas dangereux de parler de révolution citoyenne sur les plateaux, c'est pas dangereux d'appeler un acte 5, c'est nécessaire. Alors ça ne doit pas se faire dans la violence, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il n'a pas appelé à la violence. Mais on partage le constat, Alexis, sur le moment des révolutions. Ce que je dis simplement, c'est que quand vous êtes parlementaire au sein du système, vous avez une lourde responsabilité quand on voit ce qui s'est passé ces derniers temps. Je pense que c'est par défense républicaine. Simplement dire, aujourd'hui, les institutions républicaines sont totalement attaquées. Enfin, comment on est arrivé là à faire que le président de la République, qui est la clé de voûte des institutions de la Ve République, soit devenu un bouc émissaire? C'est non seulement la faillite d'Emmanuel Macron, mais c'est la faillite collective de la France, de ce peuple. Les institutions de la 5e sont complètement has-been, sont complètement en dehors du champ. Il doit falloir réfléchir, et d'ailleurs le président l'a dit, à comment faire démocratie, comment faire république autrement. Et ça passe par une révolution, ça passe par, bien sûr, parler. C'est ce que font les Gilets jaunes sur les ronds-points. Ils parlent pas que de pouvoir d'achat, ils parlent aussi mais on ne va pas voter une fois tous les 5 ans.
C'est pas ça, la Enfin, il demande démocratie. aussi à supprimer le Sénat. Oui, mais en termes ça veut bien dire qu'ils parlent d'institutions. Ouais. Alors, ils n'ont pas forcément les solutions. Ils veulent tout renverser Ils vont quand même. piocher à droite à gauche. Vous avez du Frexit par là, vous avez tous les programmes. Enfin, c'est un melting pot de programmes. Mais ce sont des gens qui sont intéressés par la chose publique. Ça, il ne faut pas le lâcher. Oui, bien sûr, mais que la gouvernance de notre pays soit revue, et on est justement à un moment crucial. En fait, il faudrait avoir le courage de dire également que nous vivons sur un modèle social de 1945 qui est complètement dépassé. On pourrait dire ça. Parce qu'on ne s'en donne pas les moyens. Non, mais... Parce qu'on ne donne pas assez d'argent à l'État. Mais on pourrait également mais regardez prendre... où est partie la richesse depuis 1945. Oui, mais on pourrait également, à l'occasion de ces moments très chaotiques, essayer justement de sortir par le haut en réinventant quelque chose, en prenant en compte totalement les révolutions, la transition énergétique, etc. Bien sûr que là-dessus, on est d'accord. Je dis juste que par rapport vous êtes à la... révolutionnaire comme moi. Certainement un peu plus que ce que vous croyez d'ailleurs. Je vois bien, je vois bien. Mais simplement, on a tous, et surtout les parlementaires, une responsabilité par rapport aux scènes de violence que l'on a vues et sur lesquelles à la violence. Benjamin Morel. Mais là-dessus, faut pas mélanger. Justement, il y a peut-être quelque chose qui jure entre le début du discours et la fin du discours. On a une fin de discours qui est un appel à l'unité nationale et qui d'ailleurs représidentialise le personnage. Et on a un début de discours où il commence par dénoncer la violence, mais à lier cette violence à l'opposition. Il condamne l'opposition. Il dit les irresponsables, je ne sais plus exactement les termes. Les irresponsables politiques. Exactement. Il vise très clairement les Républicains, Jean-Luc Mélenchon, bref, l'opposition. Or ça, quand vous voulez faire président et quand vous voulez faire unité nationale, c'est très clairement... Moi, quand j'ai écouté le début du discours, je me suis dit, ce discours-là va être extrêmement dur et ça va être dramatique. Ensuite, il revient sur autre chose et tout d'un coup, on retrouve un discours... Mais il a voulu commencer par ça. Il a parlé des opportunistes et des irresponsables politiques. Il a voulu commencer par ça et quand vous voulez vraiment faire un discours d'unité nationale, un discours présidentiel, vous ne commencez pas par ça, voire même vous n'en parlez pas. Et donc là, il y a une vraie erreur, à mon avis. Ensuite, sur cette question de « je reviendrai vous rendre compte », on a quand même là quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est une permanence du macronisme. Souvenez-vous des discours au Congrès. Je reviendrai tous les ans. Souvenez-vous des discours, alors que ça n'a pas été le cas la dernière fois, au maire. Je reviendrai tous les ans. Et il n'est pas revenu. Exactement. L'évaluation des ministres. Oui, mais c'est le vous rendre compte qui était différent. C'est pas je reviendrai. Oui, mais malgré tout, il tenait un peu ce même discours devant les maires. Et donc, on a quand même quelque chose qui est une permanence et qui n'engage pas à grand-chose. Et le danger pour Emmanuel Macron, c'est paradoxalement de revenir. Parce que ce type de discours solennel, 3 fois par an, 4 fois par an, dans d'autres contextes, ça le banalise. Ça le banalise et ça nuit totalement au contenu et au fondement du discours. Le vrai problème aujourd'hui auquel il se confronte, c'est qu'en effet, sa parole n'est pas suffisamment rare. C'est que c'est quelqu'un qui, contrairement à ce qu'il avait promis, a beaucoup communiqué. Et donc, il a perdu l'écoute nécessaire que sa parole devait susciter. Et c'est la difficulté pour lui. C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, le discours qu'il a pu tenir est un discours qui va quelque part impacté. Alors je suis d'accord avec ce que disait Benjamin Morel tout à l'heure en début d'émission, c'est qu'il y a une bataille pour l'opinion qui est en train de se jouer entre le président Macron et les Gilets jaunes. Jusqu'à présent, les Gilets jaunes bénéficient d'un soutien de l'opinion publique, quels que soient les événements et quelle que soit la violence. Et ça d'ailleurs, ça doit nous interroger tous, autant les uns que les autres. Ça veut dire que nous sommes dans un moment où le niveau d'acceptabilité des institutions a considérablement fléchi. C'est ce que Tocqueville appelle l'état des mœurs. À un moment donné, vous savez, l'état des mœurs, c'est ce qui fonde la légitimité des institutions sociologiquement. Cet état des mœurs, aujourd'hui, il considère que nos institutions, elles sont quelque part un peu fatiguées. D'ailleurs, regardez la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'est permis de s'affronter à l'autorité judiciaire. Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même quelqu'un qui sait observer les tendances lourdes de la société, a compris qu'il pouvait vraisemblablement se permettre ce type de comportement aussi, parce que quelque part, il y avait quelque chose dans la société... Il a perdu quelques points. Qui le permettait, oui, il a perdu quelques points, mais il n'a pas perdu tant que ça, finalement. Il aurait beaucoup plus perdu dans d'autres périodes. Donc, on est quand même dans cette situation-là. Et le problème, si vous voulez, c'est que qu'est-ce qu'expriment les Gilets jaunes au-delà de la question du pouvoir d'achat, au-delà de la question des taxes, au-delà de la question du consentement à l'impôt? Ils expriment à la fois l'aboutissement d'un processus qui est la crise de la représentation politique, et surtout, et c'est en cela qu'ils ont un potentiel révolutionnaire,
c'est qu'il ramène des gens à la politique qui n'y étaient plus ou qui n'y ont jamais été. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est quelque chose qui vient quelque part, en effet, déstabiliser l'ensemble des formations politiques. Et ce qui est dangereux dans ce processus, c'est qu'il ramène également la violence en politique. On voit que le gouvernement a été profondément ébranlé et a cédé parce que la violence s'est remanifestée en politique. Si on peut faire céder avec la violence, demain, on va avoir une partie de cette opinion qui va dire, si on veut que le gouvernement cède plus, plus de violence est légitime. C'est déjà ce qu'on sent dans les études d'opinion. Et ça, c'est un grand danger qui nous guette dans les mois et dans les années à venir. Et on s'arrêtera sur ces mots. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette OVPL spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis pendant 1h30 en direct. Fin de cette émission. On se retrouve demain, toujours en direct, à 18h30 sur Public Sénat. Sachez que l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Benoît Hamon, le fondateur de Génération. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat.